14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et nous allons évoquer aujourd'hui une toute petite partie de notre anatomie. Mais c'est pourtant une partie essentielle, tout particulièrement encore plus pour les femmes. Et c'est avec Bernadette de Gasquet que nous allons nous pencher sur le périnée. Déjà, elle va nous expliquer où il est. Et je sais qu'elle a fait beaucoup pour que les femmes prennent conscience de leur corps et tout particulièrement de leur périnée. Elle s'est battue pour qu'on le respecte, notamment chez les petites filles. Elle nous dira pourquoi. Et puis bien sûr chez les femmes enceintes, les femmes qui accouchent et puis ensuite les femmes qui prennent de l'âge. Ce périnée chez la femme est plus fragilisé puisque tout simplement on a 2 orifices qui sont assez proches l'un de l'autre alors que l'homme évidemment n'en a qu'un. Et puis ensuite le périnée, eh bien ça on va peut-être pouvoir en parler aussi durant ces 2 heures, joue un rôle dans notre sexualité et ce serait bien aussi qu'on le rappelle. En tout cas je vous invite à témoigner, à poser vos questions et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS, vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Merci beaucoup d'être avec nous durant ces 2 heures. On va pouvoir en dire beaucoup sur cette petite partie de notre anatomie, Bernadette de Gasquet, parce que vous êtes médecin, vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment ce que le périnée dit de notre vécu. Ça, c'était aux éditions Albin Michel. Vous parliez notamment des femmes qui ont subi des abus. Vous en avez écrit un récemment aux éditions de la Musardine, Les voies secrètes du plaisir. Vous annoncez justement le rôle du périnée dans la sexualité. Bref, vous en avez écrit beaucoup. Vous êtes quelqu'un de très reconnu auprès des sages-femmes, auprès de nombreuses aussi sexothérapeutes, etc. Je sais que quand je parle de vous, Bernadette de Gasquet, j'ai beaucoup de femmes qui disent « Qu'est-ce que j'aimerais la rencontrer ?» L'âge aussi, Mais non, c'est le privilège de tout le travail que vous faites depuis tant d'années en tant que et donc ce périnée, déjà peut-être rappeler où il se situe et pourquoi c'est si compliqué. Alors le périnée, c'est un abus de langage quand on dit ça comme ça, parce que c'est donc ça commence bien. Oui, c'est comme si je vous disais contractez votre dos, ça veut rien dire. Bon, voilà. Le périnée, c'est beaucoup de muscles et ça ferme le bas du corps, le bas du bassin. Ça le ferme quand pas. On dit que c'est un peu le plancher, ça vous convient? Sauf que c'est un plancher, d'une part c'est rigide, d'autre part, enfin ça n'a pas tout à fait justement cette forme un peu élastique qui devrait amortir les pressions. Mais bon, je ne veux pas trop rentrer dans un détail qui intéresse que les spécialistes, je dirais. Mais donc, c'est un ensemble de muscles le plus bas dans le corps, oui. Le corps. Mais qui se situe, voilà. On est bien d'accord, entre l'anus et la vulve. Alors, c'est entre les jambes, entre les 2 ischions, latéralement, et puis entre le devant et le dos, oui, entre bien sûr. Le coccyx et le pubis. Ça enveloppe, en fait, voilà. L'anus et la vulve. Alors, et puis, il y a tout l'intérieur du vagin, justement. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas un plancher seulement, c'est une pièce. Il y a une partie un peu plus plancher, qui est avec les orifices de sortie ou d'entrée, on verra. Il y a les parois sur les côtés, qui sont comme les murs. Et puis, il y a un plafond qui, lui, est un plafond comme un plafond tendu en tissu, c'est-à-dire qu'il n'est pas dur, justement, et qui peut parfois, justement, s'affaiblir parce qu'il reçoit toutes les pressions qui viennent du dessus. Mmh. Et c'est ça le problème, c'est qu'il est en dessous de tout quand on est à la verticale. Et c'est bien la position verticale qui fait que c'est plus compliqué. Évidemment, si on était resté à 4 pattes, notre périnée serait moins fragile. Je vais dire le périnée parce que c'est le langage courant, bien sûr, même si tout le monde se comprend quand on dit périnée, mais effectivement, alors ce qui est compliqué pour les femmes, c'est que c'est tout à l'intérieur, entre guillemets. Parfois, je dis les hommes, c'est plus facile, c'est déjà dehors. Le pénis, les testicules, c'est dehors. Donc, ça fait partie de tout cet ensemble. Nous, nos organes, ils sont dedans. Et aller repérer ce qui se passe à l'intérieur, c'est plus difficile.
Oui, et en plus, il est plus sollicité, si je puis dire, que pour les hommes, parce qu'il est évident que quand on est enceinte, le poids appuie sur le plancher, enfin tout ça. Il y a et puis un vide. l'accouchement fait que parfois il y a une déchirure ou une épisiotomie. Enfin, bon, tout ça fait que, évidemment, pour les femmes, c'est plus compliqué. Oui, tout à fait. Puis il y a ce vide vaginal, c'est-à-dire qu'il y a l'urètre, le vagin, le rectum. Chez l'homme, il n'y a pas le vide au milieu. Donc, c'est effectivement c'est quelque chose qui, chez nous, est très vulnérable à la gravité, aux pressions, aux poussées. Et donc, beaucoup de choses, c'est-à-dire pas seulement la grossesse, mais la constipation, mais le sport avec les hyperpressions. Oui, alors justement, vous aviez poussé un coup de gueule par rapport aux petites filles qu'on faisait trop sauter, trop jouer avec des mouvements qui sont mauvais pour leur périnée. Par exemple, le trampoline. C'est montré que c'est quelque chose de très très mauvais pour beaucoup d'articulations, mais beaucoup pour le périnée, que donc à l'INSEP, l'étude de Carole Maître, qui est la gynécologue de l'INSEP, a montré 80% d'incontinence chez les fillettes de 14 ans qui font du trampoline à haut niveau. 80%? Oui. À haut niveau, mais, oui. Mais quand même, enfin, je veux dire, 80%, c'est beaucoup. C'est énorme. Et 15% d'incontinence anale, quand même, à cause des pressions et du fait que, comme c'est élastique en dessous, ça ne renvoie pas une résistance comme quelque chose de dur. Donc c'est un sport qui est... beaucoup de gens adorent, c'est agréable, on saute, on est aérien, etc. Mais pour le périnée, c'est pas terrible. D'accord, donc ça c'est peut-être déjà une bonne information qu'on donne aux parents qui nous écoutent, qui vont peut-être rayer l'option trampoline pour leur petite fille. Il y a beaucoup de choses qui sont néfastes pour le périnée, et en même temps, alors on avance quand même aujourd'hui. Il y a la rééducation périnéale, pour utiliser le terme, après un accouchement maintenant, et toutes les femmes pratiquement le font. Mais c'est encore très... je veux dire, elles ne se rendent pas compte de l'importance. C'est peut-être ça qu'on peut dire. Oui, et surtout, il n'y a pas de prévention. Rééducation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait... il faudrait expliquer aux femmes dès la puberté, en quelque sorte, l'importance de prendre soin de cette partie de son corps. C'est ça, de la protéger. Parce que c'est une partie qui est fragile, et donc il ne faut pas juste la renforcer, juste la muscler, il faut arrêter de pousser dessus. Oui, parce que les inconvénients d'un périnée abîmé, c'est évidemment d'abord l'incontinence. Et on sait aujourd'hui, notamment après 50 ans, il y a énormément de femmes qui ont des problèmes d'incontinence. Oui, mais c'est beaucoup plus tôt, en fait. Ça peut commencer dès les écoles primaires et secondaires. Oui, mais enfin, ça c'est quand même assez exceptionnel, non ? Vous avez des chiffres ? Oui, quand on a commencé en France, cocorico, pour une fois, la France est en tête de la rééducation périnéale. Oui. Et dans les années 80, donc là, moi j'ai commencé aussi, il y avait eu une première étude en classe de première et terminale, où il y avait déjà 12% de jeunes filles dispensées de gym ou qui avaient des problèmes à la gym. Et des jeunes filles qui n'avaient pas d'autres pathologies et qui, a priori, qui en tout cas n'avaient jamais été enceintes. Voilà, donc ça peut commencer tôt. Il y a tous les problèmes de constipation qu'on voit beaucoup chez les femmes et qui les amènent à pousser ou à laisser un poids en permanence sur le périnée. Si ça sort pas, ça reste là. Et donc, ça commence tôt. Oui, donc la constipation, par exemple, n'est pas à prendre à la légère. Pas du tout. Et ça peut avoir des répercussions justement sur le périnée. Voilà, sur des descentes d'organes, ça fait. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Et donc, en fait, il n'y a pas que la maternité. On a un peu l'impression que c'est ou la maternité ou les vieilles dames, mais non, justement pas. Il y a beaucoup. Disons que ces deux paramètres qui ont leur importance et qui vont avoir des répercussions sur les problèmes de périnée, bien sûr. Mais ça peut être d'autres choses dont on parle peu, comme en effet la constipation. Finalement, ça, on l'entend rarement.
Oui, c'est ça. On pense toujours que incontinence, c'est le problème de périnée égale incontinence. Mais non. Et parfois, au niveau vésical, il y a des gens qui vident jamais leur vessie complètement. Et ça, c'est pas normal. Par exemple. Donc, la rétention, c'est pas normal. Et les descentes d'organes sont assez nombreuses finalement, même chez des femmes qui n'ont jamais accouché. Et qui du coup se retrouvent avec parfois une incontinence alors qu'elles n'ont pas eu l'impression d'avoir un traumatisme périnéal. Eh ben on va parler de tout ça, et puis Bernadette de Gasquet, vous allez pouvoir répondre aussi à toutes les questions que se posent les femmes, parce que c'est vrai que c'est un... Alors bon, il y a des hommes aussi qui ont des problèmes, mais c'est quand même pratiquement qu'un problème féminin, non ? En fait, chez les hommes, les problèmes de périnée sont plus rares et surtout plus tardifs, mais peut-être plus graves. C'est-à-dire que c'est le problème de prostate. Oui, voilà. Bien Donc sûr. c'est pas à 20 ans en général. Et souvent, c'est parce qu'il y a eu opération ou radiothérapie qu'il y a des problèmes. Les problèmes plus mineurs et qu'on peut voir plus jeunes chez les hommes, c'est plutôt les hémorroïdes. Voilà. D'accord, mais ça, c'est pas notre sujet du jour. On fait une petite pause et c'est Claudie qui sera avec nous, qui veut parler de son premier accouchement, justement, et sans doute de son périnée. On la retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous avons la chance d'avoir durant ces 2 heures Bernadette de Gasquet qui est avec nous, médecin, spécialiste, allez, je vais dire ça, spécialiste du périnée. Après tout, ça vous va, hein, comme oui, tout à fait. Et notamment, quand même, quand on voit que ce livre chez Marabout, Périnée, arrêtez le massacre, vous en avez vendu plus de 100 000 exemplaires. On peut dire que vous êtes en effet la spécialiste du périnée, je crois. Et dans ce livre, il y a vraiment tout ce qu'on peut savoir sur le périnée. Et on va commencer avec Claudie qui nous rejoint. Bonjour Claudie. Bonjour Brigitte, bonjour Bernadette de Gasquet. Bonjour. Eh bien justement, elle vous écoute. Je crois que vous avez envie de témoigner, Claudie, de votre premier accouchement. Oui, tout à fait, parce que en fait, après mon premier accouchement, je me suis rendu compte que je n'avais jamais entendu parler de mon périnée. Et ça, c'est votre faute, c'est parce que vous n'écoutiez pas l'émission. Alors à l'époque, l'émission, ça remonte, l'émission n'existait pas, sinon effectivement, elle m'aurait bien rendu service. Ouais, mais donc c'était il y a déjà plus de 20 ans, hein. Oui, voilà, il y a plus de 20 ans. Et en fait, après mon accouchement, je pensais que tout allait bien, mais j'avais des fuites urinaires, j'avais des gènes que je ne savais pas comment gérer. Et en fait, moi, j'étais jeune et je pensais que c'était les suites normales, on va dire, d'un accouchement. Et que, en fait... en tout cas, merci de votre témoignage, parce que pour commencer, c'est exactement ce dont on a besoin d'entendre, hein, je crois. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, en fait, après, j'ai démarré une rééducation périnéale quelques semaines après l'accouchement. Et là, ça a été un vrai tournant. Ça a été un changement, mais radical dans ma vie, complètement. Et grâce à qui vous en avez parlé à votre médecin ou votre gynéco? Comment ça À mon gynécologue, en fait. Parce D'accord. qu'en fait, au départ, je n'osais pas trop en parler. Pour moi, c'était un petit peu tabou. Je me disais, il y a un petit désordre à l'intérieur. Puis on a honte, on a un peu honte, voilà. J'imagine. Voilà. C'est délicat et en fait je ne comprenais pas trop, notamment ces fuites urinaires là que vous évoquiez. Effectivement, moi c'était les premières choses et la difficulté en fait pendant les rapports, parce qu'en fait quand vous parliez de vide, c'est exactement ça en fait le ressenti. Je ressentais un vide et mon mari à l'époque c'était pareil en fait, comme si c'était un peu le néant à l'intérieur. Et la rééducation a tout changé, en fait. Remuscler le périnée, mais ça m'a... Alors, on va revenir sur remuscler le périnée, mais je voudrais que Bernadette de Gasquet, vous réagissiez sur cette sensation de vide dont parle Claudie et dont parlait son partenaire. Comment vous l'expliquez ? Effectivement, le vagin, avant le premier bébé, c'est quelque chose de très étroit. Hein. Et... il faut voir quand même ce qui passe dedans. C'est énorme, un bébé. Hein. Bien sûr. Et donc, c'est des parois qui sont distendues un peu. Ça, c'est un peu normal. Mais effectivement, il y a des choses à faire pour qu'on retrouve une réponse, une tonicité. Hein, et il faut pas laisser les choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Et alors, je dis souvent que... avant l'accouchement, quand les femmes
on fait travailler le périnée. Parfois, elles n'ont pas des sensations très très fortes parce que il est tellement tonique, tellement fermé entre guillemets qu'on peut pas fermer tellement plus. Voilà. Après l'accouchement, c'est peut-être un peu plus distendu, mais en revanche, les sensations sont beaucoup plus précises et beaucoup plus fines, et on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse des sensations. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé pour Claudie. Ça serait donc plus voluptueux Oui. finalement après. Alors donc, on en revient, on va d'abord évoquer la rééducation, si vous voulez bien, Claudie, puis on parlera après de ce qu'elle vous a apporté sur le plan sexualité. Oui. Donc c'est votre gynéco qui vous envoie vers une kiné spécialisée, Oui. j'imagine, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, que c'était un peu gênant parce que j'étais très jeune et je savais pas du tout comment ça allait se passer, mais bon, c'est vrai que c'était une rééducation par une sonde, et très rapidement, déjà avec la sonde, je retrouvais des exercices et des sensations, et quelque chose qui n'existait plus, en fait, qui avait disparu. Et rapidement, j'ai commencé à retrouver des sensations pendant la rééducation. Donc là, j'ai compris qu'en fait, tout à l'intérieur n'était pas mort, entre guillemets, quoi, que ça pouvait encore réagir. Ouais, c'est fou, hein. C'est-à-dire que vous auriez pas osé en parler à votre gynéco, vous seriez peut-être resté avec ce problème, hein. Complètement. Et donc, parce que j'imagine, excusez-moi, parce que je vais poser beaucoup de questions à Bernadette pour que justement les informations circulent bien pendant ces 2 heures. Si Claudie n'avait pas fait la rééducation après l'accouchement, donc assez vite, est-ce qu'elle aurait pu le faire par exemple 10 ans, 20 ans après, ou est-ce que c'est trop tard ? On peut toujours faire, même, Oui. et souvent il y en a qui justement commencent très tard parce qu'elles ont des problèmes très tard dans la vie, mais c'est un peu comme n'importe quel muscle, si vous ne le travaillez pas pendant 10 ans, c'est plus dur compliqué de le récupérer. Bien sûr. Et donc c'est une période où il faut vraiment en profiter parce qu'il y a toutes les hormones qu'il faut pour que ça marche, alors qu'à 80 ans c'est plus difficile, etc. Donc oui, donc Claudie là parle d'une rééducation avec sonde. On verra qu'il y en a plusieurs de rééducation, mais que finalement, quel que soit le mode de rééducation, c'est le fait d'arriver à reprendre la maîtrise de cette musculature et les sensations. Justement, la sonde a permis qu'elle retrouve les sensations. Tout à fait. Et donc ensuite, donc vous retrouvez déjà, j'imagine, une autonomie au niveau de la vessie. Oui. Donc des exercices, effectivement. Donc quand on est aux toilettes et qu'on urine, donc effectivement de bloquer la vessie, ça fait partie de bloquer le jet d'urine, ça fait partie des exercices. Il n'y avait pas que la sonde, il y avait aussi des exercices quand on souffle et quand on respire et quand on rentre le ventre et qu'on bloque. Donc pour remuscler en fait l'intérieur, et c'était des exercices que je pouvais faire à n'importe quel moment de la journée, et j'étais fière de moi parce que je suis sportive, et en fait je retrouvais une tonicité, je sais pas comment vous dire, mais je retrouvais une tonicité interne. Quel sport vous faisiez ? Pardon ? Je fais beaucoup de courses à pied. Course à pied. Oui. Voilà. Courir, c'est pas génial, hein. C'est beaucoup de pression et puis des contre-appuis, donc des chocs, quoi. La marche est plus intéressante que la course. Bon, oui. Mais bon, en même temps, vous étiez sportive et ça c'est très bien. Ouais. Et donc ensuite, vous retrouvez, j'imagine, donc une sexualité. J'allais dire normale, c'est ridicule parce que je déteste ce terme accolé homosexualité, mais. Déjà, la première chose, c'est que j'ai repris confiance en moi. Parce que d'être une jeune fille, une jeune maman, et d'avoir des fuites urinaires comme une vieille personne, c'est vraiment troublant et perturbant pour son être et pour sa personne. Narcissiquement, c'est dégradant, bien sûr. Osons le dire, bien sûr. Voilà, donc déjà ça a été la première chose où j'ai commencé à reprendre confiance en moi, voir les exercices que j'arrivais à faire toute seule, et effectivement au niveau de la sexualité, comme Bernadette de Casquet le disait, en fait il y a un muscle à l'intérieur, on redécouvre un muscle à l'intérieur qu'on ne soupçonne pas avant et que l'on maîtrise, et que je pouvais maîtriser même pendant le rapport sexuel. Et donc du coup ça devenait presque un jeu. Oui, vous pouvez serrer le pénis de votre partenaire pendant qu'il vous fait l'amour, et là vous vous sentez puissante, et lui il a des sensations agréables, quoi. Et
Et oui, Ok. et on partait de loin. On partait d'une sensation de vide quand même. Mhm. Mais vous savez, moi je vais dire une chose qu'on dit très 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 peu, mais je suis là aussi pour dire des choses qu'on entend nulle part ailleurs. S'il y a des hommes qui sont tellement friands de sodomie avec leurs femmes, c'est justement à cause de cette sensation de vide. Bien sûr. Non mais me regardez pas comme ça, Bernadette, c'est une réalité. Je suis pas choquée. Non, pas du tout. Mais effectivement, ça peut être difficile parce que ce sont des muscles extrêmement profonds. Donc, aller les retrouver, bravo, c'est bien que chez Claudie, ça ait bien marché, cette rééducation, parce que le pipi-stop, c'est relativement plus facile, je dirais. Mais le travail en profondeur, et là, c'est vrai que ça fait participer beaucoup le partenaire aussi. Mmh. Mais ce qui vous a peut-être sauvé, Claudie, c'est d'abord parce que vous avez voulu vous reprendre en main, et puis comme vous étiez quand même une sportive, vous étiez bien avec votre corps. Oui, donc j'étais bien avec mon corps, mais j'étais bien avec mon corps avant l'accouchement. Oui, c'est ce que je veux dire, mais voilà. vous étiez bien avec votre corps avant l'accouchement et vous vous êtes dit, je veux retrouver mon corps. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose inconsciemment qui vous a guidé, j'imagine, parce que vous étiez une sportive. Je pense quand même... Oui, pardon, allez-y. Pardon, à partir du moment où j'ai eu l'information de mon gynécologue que ça venait du périnée, moi je ne savais pas que ça venait de là. Moi je pensais que c'était une dégradation entre guillemets interne des suites de l'accouchement. Oui, on devient mère, et ben il faut subir ces inconvénients, voilà. Etc. Mais ça a été longtemps certainement ce que les femmes ont cru. Hein. Et heureusement, le monde change quand même et vous avez eu de la chance parce que tous les gynécologues il y a une trentaine d'années n'avaient peut-être pas cette conscience-là. Hein. Oui, surtout, vous ne l'avez pas dit, mais si l'accouchement est simple, entre guillemets, on ne s'occupe pas du tout. Voilà, évidemment, s'il y a des gros dégâts, là, on s'en inquiète toujours, mais un accouchement, entre guillemets, ordinaire, normal, bon voilà, ça doit se remettre tout seul. Hein, ben voyons. Je crois qu'on va avoir différents témoignages qui m'ont montré que ça ne se remet pas tout seul et ça va aider beaucoup de femmes, je pense, aujourd'hui aussi, à mieux comprendre comment on s'occupe de son corps. Merci beaucoup, Claudie. Merci vraiment beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve avec le Love Conseil. On va parler de sexe, de plaisir et d'amour. Et puis, on va jouer, comme tous les jours, avec Passage du désir. Et on va écouter Méline aussi, qui va parler justement de son périnée dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bernadette de Gasquet, on va parler de sexe, de plaisir et d'amour dans ce Love Conseil. Le sexe, ça se partage avec plaisir, mais pas forcément avec amour. Et oui. Paraît-il. Hein ça, c'est un théorème que tout couple devrait apprendre par cœur. Et oui, mais on va peut-être en finir justement avec les idées reçues. Parce qu'une femme peut être très sexuelle. Elle ne doit pas pour autant être jugée. Hein, vous êtes d'accord ? On a le droit d'aimer le sexe sans avoir envie d'amour. Et puis un homme peut avoir des inhibitions sans pour autant être jugé peu viril. Vous êtes d'accord avec ça aussi. Donc, ce qui fait la qualité d'un partenaire, je dirais même l'intelligence sexuelle, c'est la capacité de s'adapter à l'autre, d'accepter ses désirs, mais aussi de respecter ses inhibitions, ses peurs, etc. Et donc, il faut être réceptif à ses demandes, à son plaisir, tout en osant exprimer le sien. Et n'oubliez pas, et c'est là où j'en viens à ce petit trio de mots, hein, n'oubliez pas, on désire en général qui on aime, mais on n'aime pas forcément ce qu'on désire. Oui, je suis tout à fait d'accord, voilà. Effectivement. Alors, en allant dans les extrêmes, aujourd'hui, on sait qu'il y a, par exemple au Japon, beaucoup de sexualité avec des poupées, avec des partenaires qu'on n'a jamais aimés au sens amoureux du terme, mais qui sont des objets sexuels. Bon, il y a une partie mécanique dans la sexualité, faut pas la nier. Bon,
Mais c'est mieux quand il y a les deux, je trouve. Bien sûr, non mais bien sûr, mais je crois qu'il faut peut-être aussi arrêter de forcément penser qu'on va désirer parce qu'on aime ou on aime parce qu'on désire. C'est deux choses qui sont différentes et c'est pour ça que j'ai voulu parler de sexe, de plaisir et d'amour parce que c'est important de pouvoir différencier le désir de l'amour. Parce qu'autrement, on croit que parce qu'on désire plus son partenaire, on ne l'aime plus, ou on croit que parce qu'on l'aime, on doit forcément le désirer. Enfin, c'est deux choses qui sont souvent très liées, et tant mieux d'ailleurs. Hein, je suis d'accord avec vous, c'est mieux, mais c'est pas forcément une règle universelle. Non, et puis il y a beaucoup de choses qui jouent dans le désir. Et par exemple, dans la maternité, certaines femmes sont très étonnées d'avoir tout d'un coup beaucoup plus de libido, beaucoup plus de désir. Et beaucoup d'hommes à ce moment-là sont complètement paniqués parce que c'est pas forcément pour eux la même chose au même moment. Oui, c'est vrai. Et ça fait partie de ces moments dans le couple où on peut vraiment se trouver en décalage. Et pourtant c'est les mêmes personnes et c'est des personnes qui certainement s'aiment ou en tout cas sont ensemble, mais et c'est d'où toute l'importance de la communication sur la question du désir et de la sexualité, parce que l'amour, on sait si on est dans un couple où il y a de l'amour, en général, enfin je veux dire, il y a des signes. En revanche, tout ce qui concerne le désir et la sexualité, ça nécessite de la communication, sinon en effet, on en déduit, on interprète, et pas forcément toujours justement. Tout à fait. Et justement, dans la maternité, beaucoup d'hommes vont se trouver complètement ils ont peur même parfois du désir c'est pas du tout qu'ils désirent plus leur femme ou qu'ils n'aiment plus leur compagne, mais voilà, c'est une situation qui est nouvelle pour eux et ça fonctionne pas de la même manière. De toute façon, on pourrait presque faire une émission de 2 heures sur la femme enceinte et le désir, et le désir de la femme et le désir de son compagnon. L'homme, parce que souvent, il y a eu des choses sur le désir féminin pendant la grossesse, mais il n'y a pas beaucoup de choses écrites sur le désir masculin par rapport à la grossesse. Oui. Mais alors qu'il y a aussi des hommes qui fantasment énormément sur les femmes enceintes. Enfin, on voit bien que c'est pas anodin. Une femme enceinte, c'est pas anodin. C'est pas tout à fait la même femme. Hein. De toute façon, c'est évident. Oui, bon. En tout cas, là, je vais jouer avec vous, puisque c'est le moment sur Sud Radio où on vous permet de gagner ce cracker peau contre peau de la marque Passage du Désir. Dans ce cracker, il y a 5 accessoires qui sont sélectionnés, notamment un jouet, bien sûr. Il y a une huile, il y a un joli plumeau aussi. C'est pas pour faire le ménage, hein. Enfin, en tout cas, un ménage particulier, vous imaginez bien. Si vous avez envie de le gagner, vous envoyez par SMS Brigitte au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Bonne chance à tous. On revient avec Méline qui nous rejoint. Bonjour Méline, merci de prendre la parole sur Sud Radio. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bernadette. Bonjour. Et meilleurs vœux avec une année pleine de douceur et de sensualité. Et merci. De joie, absolument. Je prends Méline, merci. Alors vous avez envie de nous parler de quelques heures juste après votre accouchement. Oui. C'est intéressant. L'accouchement s'est bien passé, il faut le préciser quand même. Même si sur le premier, j'avais fait une éclampsie, donc j'étais sous haute surveillance pour le deuxième. Mais je sais pas, peut-être 2 heures après avoir accouché, j'ai accouché en début d'après-midi, donc c'était l'heure du café et du petit goûter à la clinique. Ouais. Et quand la fille a ouvert la porte, elle m'a vu par terre, elle m'a dit mais qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de faire mes mouvements post-accouchement. Elle me dit vous avez accouché il y a 2 heures. Je dis oui mais il faut y aller quoi. Il faut pas laisser les choses se faire. Et j'ai commencé comme ça et j'ai toujours continué. Donc vous étiez au courant de l'importance de retrouver son corps après un accouchement. Ah, complètement. Et j'avais vu, à l'époque, il parlait d'un stylo ou d'un objet, mais je me suis aperçue que même quand vous êtes en voiture, même quand vous êtes assise au cinéma, n'importe où, si vous contractez les muscles du bas-ventre, on fait travailler le périnée.
Et l'avantage, c'est que, bon, moi j'ai une maman qui a 90 ans, mais qui a des fuites depuis des années, parce qu'elle n'a jamais pratiqué ça. Et je me suis dit, moi jamais, quoi. Et maintenant, j'ai dépassé la soixantaine, bien dépassé d'ailleurs, et j'ai jamais eu aucun problème, parce que j'ai réagi très vite et je l'ai fait surtout très régulièrement. Oui, je pense que vous avez été bien informé peut-être parce que l'exemple de votre mère vous a alerté. Bon, simplement, c'est pas toujours aussi simple au sens de dire c'est pas parce qu'on n'a pas fait tout de suite les exercices que c'est trop tard et que c'est pas possible. Il faut quand même que les mamans sachent qu'on peut vraiment prendre le temps aussi, hein, quand même. Et ça dépend, bien sûr. Vous dites l'accouchement a été relativement facile. C'est un deuxième. Très souvent, c'est beaucoup mieux au deuxième y faire, à tout point de vue, avec le bébé et avec soi-même. Et effectivement, on peut faire des contractions très très rapidement, dès la table d'accouchement, d'ailleurs. Voilà. Mais il y a quand même parfois où il faut être un peu guidé pour savoir. Mais si justement, Méline, vous aviez eu une rééducation périnéale après le premier. Vous aviez déjà, ou vous vous étiez tout simplement instruite je sais pas, en lisant peut-être les livres de Bernadette ou enfin. J'ai lu effectivement, et j'ai pensé que c'était relativement simple à faire, mais en fait, c'est un muscle, le périnée. Donc, de la même manière, j'essaie d'entretenir mes abdominaux et tout le reste. J'essaie d'entretenir parce qu'on le néglige, parce qu'on le voit pas. Mais il est essentiel. Et il est d'autant plus essentiel qu'en vieillissant, j'ai bien compris, justement, parce que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui avaient des problèmes déterminants d'entretenir ce muscle-là. Oui, bien sûr, mais c'est ça qui est important parce que vous voyez, on avait le témoignage juste avant de quelqu'un qui ne connaissait absolument pas l'importance de cette partie de son corps. Tandis que vous étiez... Alors, c'est parce que votre mère avait déjà des fuites urinaires à ce moment-là que vous vous êtes questionné sur cette partie de votre anatomie ? Non. Je suis curieuse et que j'ai lu justement, j'ai lu pas mal, je me suis renseignée à gauche, à droite et j'ai lu des livres parce que je pensais que c'était important. Et après, j'ai quand même eu une sexualité régulière et épanouie toute ma vie. Je pense que ça y a contribué aussi, évidemment. Il me semble, enfin je pense. Oui, je pense quelque part, vous vous en souvenez peut-être plus très bien, mais je pense que quand vous vous êtes retrouvée enceinte, vous vous êtes posé certainement la question de ma sexualité après la naissance de mon premier bébé, parce que c'est souvent ça, les femmes qui attachent beaucoup d'importance à leur sexualité, généralement font plus attention à ce que ça va transformer, parce que évidemment, ça quand même, si on parle pas beaucoup du périnée, on parle quand même de tout ce que l'accouchement, la grossesse peut provoquer chez une femme. Oui, tout à fait. Après, j'ai entendu ce que c'était. J'avoue que pendant la grossesse, c'était le feu d'artifice. Vous faites, oui, bien sûr. Suivi, ça, oui. C'est intéressant parce qu'on remarque aussi, Bernadette de Gasquet, que les femmes pour qui la sexualité est importante, ont généralement beaucoup de libido pendant la grossesse. Oui. C'est assez logique. Hein. Oui, c'est ça. Mais il y en a d'autres pour qui c'est justement tout d'un coup, elles sont désinhibées. Alors que jusque-là, c'était timide, c'était réservé. On a surtout l'impression que tout est exacerbé. Tout le ressenti est exacerbé. Et après, bon, évidemment, il y a eu des frayeurs. Avant, les femmes avaient peur que le mari fasse mal au bébé ou l'homme ne touchait pas la femme enceinte. Il y a eu tous ces tabous aussi. Oui. J'ai rendu la tâche des femmes difficile. Mais bon, moi, il se trouvait que j'avais un mari qui était relativement sexuel. Et en fait, je l'ai accompagné. Et du coup, j'ai quasiment, je dirais presque jusqu'au 8e mois... C'était parfait, c'était très bien. S'adapter aux positions, évidemment, parce qu'en plus, j'avais un ventre bien rond, même si j'avais pas pris trop de kilos. Il y avait des positions qui étaient difficiles. Bien sûr, non, mais ça, c'est évident que la position des petites cuillères est plus adaptée que c'est évident. Mais en même temps, il paraît que c'est très très bon aussi pour l'accouchement, hein, de faire l'amour, ça continue. Oui, d'une part, ça fait des endorphines, des prostaglandines, enfin tout un tas de choses très très utiles, effectivement. Et puis bon, les positions, comme vous dites, le fait qu'on est obligé de
trouver des solutions. C'est justement ça qu'il faut pour l'accouchement aussi. C'est que la femme cherche dans son corps ce qui va le mieux, et plus elle a l'habitude de le faire, et plus elle va le trouver facilement. Bien sûr. C'est vrai, tout à fait. Merci beaucoup de votre témoignage, Méline. On continue dans un instant avec Lily également qui a envie de parler de votre méthode, justement, Bernadette de Gasquet. On la retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bernadette de Gasquet est avec nous. Vous êtes médecin et notamment autrice de ce livre aux éditions Marabout qui est toujours disponible. C'est un petit livre grand par tout ce qu'il apporte, mais qui permet d'être accessible pratiquement pour toutes les bourses. Et ça s'appelle Périnée, arrêtez le massacre. C'est aux éditions Marabout, donc ça je l'ai déjà dit. Et vous êtes la spécialiste du périnée, c'est marqué sur la couverture. Justement, Lily, vous êtes avec elle et je crois que vous avez utilisé cette méthode, Bernadette de Gasquet. Je vous écoute. Tout à fait. Bonjour Brigitte, bonjour Bernadette. Bonjour. Oui, justement, de Gasquet, parce que j'ai eu la chance de rencontrer une de vos élèves qui est sur la région bordelaise, Élise. Oui. Et voilà, et donc ça m'a permis de découvrir ça et de travailler mon périnée. Alors justement, c'est quoi cette méthode de Gasquet? Parce que là... Alors moi j'ai travaillé les exercices, elle m'avait fait faire la méthode de l'exercice en posture inversée. Oui. Ouais, après elle me faisait faire aussi... vous savez quand vous êtes sur les toilettes, vous avez beaucoup envie d'uriner, lâcher, retenir. Voilà, et puis après, je me souviens plus, parce que ça fait quand même un petit moment. Depuis, je me suis mis au Hatha Yoga, et avec le yoga, j'ai plus ces problèmes-là, quoi. Alors, je précise que Bernadette de Gasquet, vous êtes également professeure de yoga. Vous faites toujours du yoga, et d'ailleurs, c'est ce qui vous maintient en forme, parce que quand on vous voit, on voit bien que le corps fonctionne toujours très très bien. Le yoga, de toute façon, est une très très bonne manière d'être en bien avec son corps. Alors, puisque Lily a pu l'air de trop se souvenir, qu'est-ce que vous diriez de votre méthode, justement, Bernadette de Gasquet? Alors, elle est effectivement complètement issue du yoga, de la partie biomécanique du yoga, posture et respiration. Et parce que c'est très lié, respiration et posture. Alors, vous avez parlé des postures inversées, peut-être tout le monde ne voit pas très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire se mettre à l'envers, entre guillemets, c'est-à-dire que le périnée, au lieu d'être en dessous, il devient au-dessus. Donc, c'est un des moyens de détendre le périnée, par exemple. Donc on monte les fesses. Voilà. Alors, une image qui parle peut-être à beaucoup de gens, c'est la fameuse prière mahométane, où on se penche la tête en dessous du bassin. On n'est pas obligé de se mettre sur la tête pour être dans une posture inversée, mais on inverse les effets de la gravité. Parce que la gravité, c'est vraiment l'ennemi du périnée, comme on a dit, qui est en dessous. Mais... ce que je fais, c'est très global, et c'est effectivement lutter contre la gravité en permanence, c'est-à-dire partir du bas et pousser vers le haut, et jamais l'inverse, jamais pousser vers le bas. Donc, ni dans la défécation, la constipation, ne pas pousser, pour l'accouchement, ne pas pousser l'utérus avec le bébé, et dans les crunchs, alors les abdos. On entend ça cesse dans tous les films. Pousser. Voilà. Mais c'est l'utérus qui doit éjecter son contenu, c'est pas l'utérus qui doit sortir avec le bébé. Et c'est vraiment ça le résumé. Et donc, rapprocher les épaules du bassin dans les abdos qui poussent vers le bas, alors qu'on est bipède. Moi, c'est tout mon combat, abdos, arrêter le massacre, parce que les abdos, comme ça, peuvent faire des descentes d'organes aussi, ça pousse vers le bas. D'ailleurs, vous aviez sorti un livre, je me souviens, avec des exercices de gymnastique, et vous y avez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai que très, très souvent, on voit bien. C'est fou d'ailleurs d'imaginer qu'aujourd'hui encore, alors que ça fait quoi? Ça fait 50 ans que vous travaillez sur la question du périnée. On entend encore des inepties.
Oui, des aberrations, oui. Ça, y c'est compris à l'accouchement, bien sûr. sûr. Y compris à l'accouchement, oui. Oui. Oui, parce que moi, après mon premier accouchement, je ne me sentais plus du tout, justement. Mais on m'a retardé l'accouchement toute la nuit. Après, on m'a quand même fait une perfusion. Alors que depuis 7 heures le matin, ça poussait. Et la sage-femme, la relève, me disait arrête de pousser. Ça a été l'enfer. Et du coup, quand j'ai accouché, après, je ne me sentais plus. Ni pipi, ni caca, ça a été horrible. Ah oui. Ah ouais. Ça, en général, c'est très violent, ça, mais c'est passager quand même. C'est-à-dire que on récupère les sensations au bout de quelques jours. C'est plus la vessie que vraiment le périnée. Ça doit se récupérer quand même. Mais c'est vrai que pousser vers le bas, c'est pousser sur le périnée. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter un peu en permanence. Donc, on est bipède, il faut vraiment pousser vers le haut. Mais qu'on comprenne bien, par exemple, là, il y a des femmes qui sont peut-être dans la voiture ou des femmes qui sont assises et qui nous écoutent. En fait, il faut avoir cette sensation pratiquement, j'allais dire, de remonter le ventre à partir de la vessie, enfin même de la vulve, c'est ça, et de le remonter comme si on voulait remonter ses intestins, tous les organes. On est bien d'accord. C'est ça. En yoga, ce mouvement s'appelle Mula Bandha, qui se traduit par remonter de l'anus. C'est pas tellement serré, c'est pas serrer les fesses, c'est remonter. Si on serre trop et si on serre le ventre, on risque de pousser, de créer une pression. C'est remonter. Et les muscles du périnée qui font ce geste de remonter s'appellent anatomiquement des élévateur de l'anus, donc ça élève. C'est bien ça. Il faut comprendre ça, plus que serrer, plus que bloquer. Et il faut expirer beaucoup. Périnée et expire pour que on dégage la pression vers le haut pour pas qu'elle soit finalement néfaste. En fait, il faut apprendre à marcher sur la tête. Voilà. C'est ça. C'est de l'entraînement, c'est sûr. Parce que dans le yoga que je pratique de Sadhguru, justement, on a un exercice, il appelle ça des bandhas, là, où il faut justement remonter le périnée, justement, sans serrer, pour pas créer de pression. Non, mais là, je pense que votre échange, toutes les deux, permet quand même bien de comprendre. Oui. Jusqu'à présent, on a eu des témoignages qui sont importants parce que ça montre l'importance qu'il faut de prendre conscience de cette partie de son corps. Mais là, on voit bien, c'est vraiment quelque chose qui se passe, j'allais dire, à l'intérieur, avec cette sensation j'ai presque envie de dire, de se tenir vers le haut, quoi. Oui. Et de remonter avec la respiration, le diaphragme aussi. Et je voudrais juste revenir un tout petit peu, parce que ça a été évoqué 2 fois déjà depuis le début de l'émission, sur l'exercice, entre guillemets, du pipi-stop. Parce que ça a été évoqué tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un test extrêmement facile à faire, et qui est à la portée de tout le monde, qui ne coûte rien. C'est un test. Je me présente aux toilettes pour vider la vessie et j'essaye de contracter, resserrer pour voir si je peux ralentir ce jet. Pas forcément l'arrêter, mais au moins, est-ce que j'ai une action ? Ça fait rien. Quand je serre, il se passe rien. Voilà. Donc s'il se passe rien, c'est qu'on a le périnée qui est un petit peu abîmé, mais si se passe quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, et puis surtout, c'est pour moi un test par rapport à des sensations générales. Aujourd'hui, il fait froid, mais je suis tonique, je sens que je maîtrise, tout va bien. Il pleut, je suis ramollo, tout est ramollo, j'ai l'impression que mon périnée est ramollo. Je vais tester. C'est un peu comme le thermomètre. J'ai l'impression que j'ai de la fièvre, je prends ma température. J'ai l'impression que j'ai plus de fièvre, mais je ne vais pas vivre avec un thermomètre. Voilà, et c'est ça. Oui, ça sert de test, mais c'est pas un exercice il ne faut pas le faire de façon régulière, permanente, parce que c'est pas normal. La vessie, il faut qu'elle se vide. Si on l'empêche, il y a quelque chose d'anormal. Mais comme test, c'est un moyen de savoir si ce qu'on ressent en général se vérifie au niveau du périnée. Effectivement, aujourd'hui, c'est plus ramollo.
Pourquoi ? Parce que je suis fatiguée, parce que c'est la période du cycle, pour celles qui ont encore des cycles, qui fait que c'est moins tonique qu'au début du cycle. C'est tout à fait normal. Il y a des variations dans le périnée aussi. Aussi, Voilà. C'est ce que je fais. Je le fais en test pour voir où c'est que j'en suis. Comment. Oui, mais vous pratiquez le yoga, donc de toute façon, vous êtes. Voilà. Et on peut faire le pipi stop sans être en train de faire pipi. C'est-à-dire imaginer le besoin et on retient. Et moi, là, je ne sais pas si je vais arriver à tenir jusqu'à 16h sans aller aux toilettes. Moi, avec tous vos témoignages, là, ça va devenir compliqué. Hein. Il ne faut pas se forcer, justement, avec une vessie pleine. Une vessie pleine, ça pèse sur le périnée. Et le périnée, il n'est pas fait pour tout le temps supporter du poids. Il va s'épuiser. Donc, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur d'attendre vraiment dernier moment pour aller vider la vessie. C'est pas. Alors là, je sais que les hommes sont en train de sourire parce qu'ils savent très bien qu'il y a toujours plus de monde dans les toilettes femmes que dans les toilettes hommes. Donc, ils savent. Hein, on est des pisseuses. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne s'en sort pas. Oui, et puis on a une pression directement sur la vessie. Hein, oui. Mais en tout cas, merci beaucoup Lily et bravo à vous. Vous aviez choisi la bonne méthode puisque vous aviez choisi la méthode Bernadette de Gasquet, qu'on retrouve évidemment tout de suite après les infos et qui va profiter des infos pour trouver la réponse à ma devinette. Pourquoi on peut comparer le sexe à l'air qu'on respire ? Ça n'a rien à voir avec le périnée. Hein. Et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous avons Bernadette de Gasquet qui est avec nous. Vous êtes médecin, vous êtes la spécialiste du périnée. Vous avez écrit beaucoup de livres sur le périnée. Les derniers, Les voies secrètes du plaisir, c'est aux éditions de la Musardine dans la collection Psychologue, où vous nous expliquez bien que nous sommes un corps qui part de la tête, du nez, de la bouche jusqu'au périnée. Et c'est un livre assez pointu, justement. Et puis, il y a également ce livre... je sais que ça vous tient à cœur aussi parce que vous avez beaucoup travaillé sur les abus et sur les dégâts que ça provoque chez les femmes. Et ce livre est aux éditions Albin Michel, Ce que le périnée dit de notre vécu. On va donner la parole à Diane qui nous rejoint, mais je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi on peut comparer le sexe à l'air qu'on respire ? Vous n'avez aucune idée, évidemment. Hein. Parce que l'un comme l'autre ne semble pas si important jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. C'est vrai que quand on n'a plus d'air, oui, ça c'est... Et quand il n'y a plus de sexe, c'est pas drôle non plus. Hein. Voilà. Bonjour Diane. Bonjour Brigitte. Bonjour Bernadette. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Mais de même, Diane, un bon périnée. Voilà les vœux de cette journée particulière. Si on a un bon périnée, ça va déjà. Hein. C'est un bon départ. Avec plaisir, effectivement. Moi, j'ai bien pu voir l'obligation d'avoir un bon périnée puisque j'ai une jolie épisiotomie. Quand j'ai eu mon fils, il est grand maintenant, il a 19 ans, hein, mais ça n'empêche que quand j'ai accouché, j'ai eu une épisiotomie et on m'a fait jusqu'à 18 points. On est à 2 cm au-dessus. Ouais, c'est un peu... Oui. Mon gynéco, très sympa, mon fils qui faisait 4,4 kg, m'a Quand dit, même, oui, d'accord. Je savais que vous étiez suffisamment large pour le passer. Je ne savais pas trop si c'était un compliment ou pas. Donc j'ai un joli souvenir, effectivement. Et j'ai fait une rééducation forcément du périnée. Juste, Diane, je vous coupe 2 secondes, mais je pense que c'est important. J'aimerais justement son avis de Bernadette de Gasquet sur la question de l'épisiotomie, parce qu'on entend aujourd'hui certains courants féministes qui sont contre. Je crois qu'il faut raison garder, hein, c'est pas si simple. Oui, c'est très complexe, hein, cette histoire, parce que... on dit des choses et puis on publie l'inverse depuis des années, on n'arrête pas. Et en fait, c'est très difficile, c'est au cas par cas. L'épisiotomie systématique, ça n'a pas de sens, ne jamais en faire. C'est s'exposer aussi à pousser énormément un bébé de 4,4 kg, un premier. C'est sûr que il faut qu'il passe. Le périnée, c'est la première fois qu'il va faire ce grand écart, hein, et c'est peut-être un peu trop dur. Donc
En revanche, 18 points, là, ça me paraît quand même vraiment beaucoup. Bon, voilà, mais il faut y être, il faut voir au moment qu'est-ce qui est moins pire, entre guillemets. C'est pas un avantage, mais comme vous l'avez dit, évidemment, j'ai eu de la rééducation. C'est-à-dire que là, on voit vraiment que on a fait quelque chose sur ce périnée, on a agi, on a coupé, on a recousu, on va s'en occuper. Alors que quelquefois, quand il n'y a rien, on pense qu'il n'y a rien et en fait, on ne s'en occupe pas. Donc, dans tous les malheurs, il y a parfois quelque chose de positif. Donc, vous allez nous en parler visiblement de cet épisio. Elle a laissé quelques traces, j'ai l'impression, dans votre vécu. Mais voilà. Mais c'est pas simple. Oui, elle a laissé quelques traces. Après, j'avais déjà un périnée très tonique. Très musclé. Oui, très tonique. Voilà. Je suis cavalière. Et donc du coup, je sais que nous, les cavalières, on a quand même cet avantage, c'est d'avoir un périnée très tonique. Et donc, c'est vrai que... Alors justement, je sais, puisqu'on en a déjà parlé avec Bernadette, étant moi-même cavalière, en fait, c'est vrai que c'est très bien pour muscler le périnée, mais en même temps, c'est un handicap quand on accouche. Ce périnée de cavalière qui justement est particulièrement tonique. Enfin, Oui, les sages-femmes connaissent les cavalières et les danseuses classiques parce que ce sont des périnées qui sont toniques mais pas forcément élastiques. Voilà, c'est ça le problème. Et donc alors ce que vous êtes en train de nous dire déjà, ça m'a permis de le retrouver plus facilement, c'est sûr. Parce que si on n'a jamais eu de muscles, c'est difficile de les travailler. Donc, oui, sans doute, ça vous a aidé à récupérer, mais au passage, il a dû freiner pas mal quand même. Hein. C'est fort probable, effectivement, qu'au moment du passage... Après, ils ont sorti mon fils à la ventouse. Enfin, ça a été une véritable... un peu une boucherie. Mais c'est sûr que je pense que s'il avait été un peu plus flasque, il s'y serait passé plus facilement. Par contre, pour le récupérer, et aujourd'hui, 19 ans après, j'ai toujours un périnée très tonique. Alors, je suis toujours cavalière et maintenant, en plus de ça, je suis danseuse. Donc mon périnée est tonique. Mais ça n'empêche que si je rigole, j'ai quand même des fuites. C'est quand même terrible, ça. Alors, c'est très important ce que vous dites là, parce que justement, j'ai déjà parlé de l'INSEP, des études qui ont été faites avec des sportifs de haut niveau, et chez des sportifs qui n'avaient jamais accouché, on a, selon les sports, mais on a une moyenne de 60% d'incontinence après les entraînements, en fin d'entraînement, voilà, et ce sont des filles qui ont des périnées extrêmement toniques, parce que le sport, c'est quand même beaucoup de boue, c'est quand même beaucoup... Il n'y a pas beaucoup de sport à quatre pattes, comme je dis. Donc, c'est des périnées très toniques, et ça n'empêche pas les incontinences, parce que c'est tout à fait en bas, tout à fait en dessous. Mais les organes suspendus, la vessie, l'utérus, peuvent descendre, même si le plancher, lui, il est très très solide. Mais les suspensions... Vous voulez dire que les fuites urinaires sont plus dues à une descente de la vessie qu'une fragilité du périnée? C'est la descente de l'urètre, du canal qui permet de laisser sortir l'urine. Et quand c'est descendu en dessous de l'os du bassin de la symphyse, il n'y a pas de contre-appui. C'est-à-dire quand on appuie sur la vessie, on n'appuie pas sur l'urètre. Donc, on peut très bien avoir un périnée très tonique, des fuites et des descentes d'organes. Oui, c'est très important ce que vous dites. Donc, quand vous riez, forcément, il y a le ventre qui secoue un peu la vessie. Et comme l'urètre est descendu, ça sort. Voilà. En gros, hein. Voilà. Alors, si ce n'est que... vous avez dit quand vous riez, c'est ça? Oui. C'est souvent quand je rigole ou si j'éternue plusieurs fois d'affilée. Alors l'éternuement, c'est typique, ça serre très fort le bas du ventre, c'est-à-dire la vessie. Ça appuie sur une poche souple, pleine de liquide, avec le bouchon en bas. Donc si le bouchon n'est pas parfait, c'est l'urètre,
On appuie sur la vessie et on secoue en plus. Hein. Si vous voulez vider une si on bouteille, éternue, vous bien sûr. secouez un peu, ça va mieux. Bon, voilà. Donc, c'est très mécanique, hein, très mécanique. Voilà. On peut le rééduquer ? Alors, ça se rééduque, par exemple, l'éternuement en anticipant qu'on va éternuer. Donc, on va serrer avant, parce qu'après, c'est pas la peine, ça sert à rien. Le rire, c'est un peu différent. Hein. C'est un peu un problème d'oxygénation. Le fou rire, en tout cas, c'est pas significatif du périnée. Mais ça se travaille, oui, mais c'est pas en renforçant le plancher qu'on remonte forcément les suspensions. Donc il faut remonter par la remontée de tout, des organes, du diaphragme, donc de la nuque, etc. Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, d'une opération qui peut permettre de remonter un peu l'urètre Les opérations, justement, c'est on met quelque chose en dessous de l'urètre. Ces fameuses Parce languettes. qu'il n'y a rien en dessous. Et il faut bien savoir qu'en dessous de la vessie et de l'urètre, il n'y a pas de muscle. Donc, on ne peut pas contracter. Là, on peut contracter autour de chaque côté de l'urètre, derrière l'anus. C'est comme un fer à cheval. Mais il n'y a pas de muscle en dessous. Et c'est ce qu'on fait avec les bandelettes. On met quelque chose qui n'existe pas dans la nature et qui va permettre, quand il y a une pression, de bloquer l'urètre sur cet appui. D'accord. Mais il y a des inconvénients et aujourd'hui, on en revient beaucoup au cours donc le premier conseil qu'on peut vous donner, Diane, c'est quand vous sentez que vous allez éternuer, vous respirez pour relâcher et qu'il n'y ait pas une secousse trop violente. Contracter au départ, comme du pipi-stop, mais il faut vraiment... Alors, par exemple, pour la toux, c'est peut-être plus facile à illustrer. Et là, merci Covid. Pour la toux, il faut se tourner et tousser dans son coude, mais vers le haut. Donc on lève le bras et on tousse dans le coude. Et ça appuie que d'un côté sur la vessie, pas les deux côtés, et ça limite beaucoup les fuites à la toux, parce que la toux, c'est... Bon, donc si on éternue, on peut peut-être faire pareil, on lève le coude. En tout cas, il faut aller vers le haut. Hein. On lève les bras et puis peut-être que ça peut marcher, vous nous direz, Diane. Hein. Mais bon, si on éternue 10 fois de suite, c'est un peu difficile. Oui, c'est évident. Bon, écoutez Diane, merci de votre appel, parce qu'on avance, hein, on donne des conseils et on fait avancer les choses grâce à tous ces témoignages. Merci. C'est très mécanique tout ça. Hein, donc, oui, mais moi je vous ai pourtant lu, Bernadette de Gasquet, mais j'apprends encore, donc c'est formidable. On fait une petite pause et on se retrouve avec le C'est maintenant, et c'est Stéphane qui va se parler et qui va se demander pardon dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, c'est maintenant justement que Stéphane va nous dire à qui il a envie de demander pardon. C'est une chronique particulière, Bernadette de Gasquet. On va laisser un petit peu de côté le périnée pendant quelques minutes. Et Stéphane, je crois que vous aimeriez vous demander pardon. Pourquoi ? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bernadette. Oui, moi je pars pas du périnée, je vais m'excuser. J'aimerais me pardonner à moi-même en fait. C'est bien, c'est une bonne initiative, c'est une bonne résolution pour 2026. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez à vous pardonner ? Eh bien, en fait, c'est que je faisais passer tout le monde avant moi. Je me faisais en sorte de faire plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi. Je ne prenais aucune décision, je laissais les autres choisir ce qu'ils préféraient, où aller, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et moi, je faisais par rapport aux autres tout le temps. Donc vous n'aviez pas encore compris que vous étiez la personne la plus importante ? Oui, pour moi, je ne suis pas la plus importante. Effectivement, je mets les autres en priorité. Encore ? C'est ma résolution, donc je suis en train de travailler dessus pour justement le changer. Ben oui, parce que tant qu'on n'est pas conscient qu'on est la personne la plus importante, on va essayer de demander pour remplir son vide émotionnel, si je puis dire. Mais comme c'est un trou sans fin, on ne sera jamais heureux et donc on sera toujours en train de vouloir faire encore plus pour recevoir, mais ça marche pas comme ça.
Exactement, oui. C'est quand on est au milieu de ça, c'est dur de s'en rendre compte, en fait. C'est vraiment oui, par rapport oui, à bien que sûr. le temps qu'on s'en rend compte. Mais qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience, justement, de tout ça ? Avec mes enfants, ça a commencé à me réveiller de voir quand ma fille commençait à faire un petit peu comme moi, et puis je me suis ouvert au développement personnel, à différentes pratiques, et c'est là que j'ai pris conscience en fait de ce côté de mettre nous en priorité avant les autres. Alors ça c'est chouette parce que votre fille, donc quand elle avait quel âge, vous prenez conscience qu'elle est en train de toujours vouloir faire plaisir ? Eh bien, 5-6 ans, elle commençait déjà à vouloir faire comme les autres ou comme vous voulez. Elle faisait comme les copines voulaient ou comme les copains voulaient. Et je me voyais justement dedans et je me suis dit, bon, mais c'est pas normal. Et quand elle me répondait, elle me dit, mais papa, tu fais pareil. Et c'est là, chouette. Moi, je trouve ça toujours très chouette quand l'enfant est le miroir du parent. C'est formidable. C'est formidable parce que à la fois, ce qui est formidable, c'est que elle vous l'a dit, mais papa, tu fais comme moi, et que vous ayez pu l'entendre et que ça vous ait fait un déclic. C'est formidable. Exactement. Ouais. C'est pour ça que c'est magique les enfants. Ah bah de toute façon, moi je dis souvent que on avance grâce aux autres parce que c'est dans le regard des autres qu'on voit nos ombres, nos problèmes, nos difficultés. Alors après, on veut pas toujours les voir, hein, ça c'est une autre histoire. Mais c'est à travers les autres qu'on grandit, bien sûr. Exactement. Et alors d'où vient ce défaut de toujours vouloir faire plaisir et de pas penser assez à soi ? Et je pense à ma mère, parce qu'elle faisait toujours en sorte que les 4 enfants aient tout ce qu'il faut, que son mari ait tout ce qu'il faut. Et je pense que j'ai fait un peu comme elle. Vous vouliez faire comme maman ? Ah, sûrement, oui. Parce qu'elle a été votre modèle, plus que votre père ? Plus que mon père, je sais pas, les deux sont des modèles pour moi, mais c'est vrai que ma mère, c'était dans ce modèle d'un peu de sacrifice, entre guillemets, de mettre les autres en avant. Donc c'est justement en travaillant, comme je disais, dans le développement, que je me suis rendu compte que ma mère, elle faisait exactement pareil. Elle travaillait pour amener ce qu'il fallait comme argent pour qu'on manque de rien, quoi. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, parce que moi j'ai remarqué que souvent notre enfant du sexe qui, alors là en l'occurrence c'est votre fille, renvoie du coup à la mère. Ben là, en l'occurrence, oui, c'est le cas pour moi. Oui. Ouais, donc vous avez compris en voyant votre fille que peut-être maman s'était un peu trop sacrifiée pour vous, au fond. Exactement. Bah, c'est une belle manière de lui donner, de la remercier de son sacrifice que de ne plus vous sacrifier. C'est ce que j'ai du mal au début, je voyais ça comme quelque chose de lui montrer que je pouvais moi aussi faire pareil qu'elle, et je me suis rendu compte que même elle, c'était difficile pour elle, et que c'était mieux justement d'aller dans l'autre sens et lui montrer que j'avais compris et qu'il fallait aller dans ce sens de moi je suis important et je peux faire des choix, je peux me faire plaisir. Oui, et vous avez, donc j'imagine, vous avez commencé à apprendre à dire non. J'ai encore du mal à dire non. Oui. J'essaie de détourner de façon à pas dire non parce que c'est pas naturel, comme je faisais passer les autres en priorité. Mais au début c'était je sais pas, je vais voir, ça va être compliqué. Puis petit à petit, oui, ça y est, j'arrive à dire non. Oui, mais c'est bien, vous êtes passé par la phase intermédiaire. Vous ne disiez plus systématiquement oui. C'est ça. Et puis tout doucement, et puis vous vous rendez compte que dire non, si vous êtes avec des gens avec qui la relation est bonne, ils l'entendent. Exactement. Et puis il y a dire non et il y a dire non. Hein, on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser les autres et est-ce qu'on va les décevoir, et finalement on se rend compte que pas du tout. Et puis on dit pas non de manière agressive. Puis moi ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'on ne dit pas non à la personne, on dit non à ce qu'elle demande, ce qui est quelque chose de très très différent. Ça fait, j'aime beaucoup cette définition, c'est très bien. Elle me fait, je vais vous l'apprendre. Ouais, je vous l'offre volontiers, Stéphane. Mais c'est vrai, quand on dit non, on dit pas, c'est pas la même chose. Enfin, vous êtes d'accord, Bernadette ? Oui, tout à fait. On rejette pas du tout la personne. C'est pas ça. Et puis dans un couple, quand on sait dire non, on sait à ce moment-là que quand l'autre nous dit oui, c'est un vrai oui. C'est
vrai qu'on le retrouve aussi dans le couple des fois. Et moi, elle me reprochait, elle me dit, mais tu prends pas de décision. Et je lui disais, mais c'est pour se faire plaisir. Moi, ça m'est égal. Et je me suis rendu compte que ça lui plaisait pas non plus. Et finalement, en commençant à dire non et faire ce que je veux, je prends des choix aussi, des décisions. Et elle est plus contente aussi. Oui, parce que vous devenez deux sujets qui se respectent. Et à partir de ce moment-là, elle va peut-être plus facilement être contente quand vous lui direz oui, parce qu'elle saura que c'est un vrai oui qui vient du cœur. Exactement, c'est ça. Eh ben, c'est bien. C'est une bonne résolution pour. Merci. Ben oui, c'est comme ça qu'on commence. Et puis vous savez, d'après ce que vous me dites, je crois que vous avez déjà fait largement le premier pas, parce que c'est souvent le premier pas qui est difficile. C'est ça, c'est toujours le premier pas qui est difficile, mais quand on est dedans, on se rend compte que ça nous fait du bien, on se sent plus léger, même autour de nous, comme je vous dis pour ma femme, elle est plus contente aussi, et c'est beaucoup plus facile pour nous, et même les autres, on se rend compte qu'ils sont mieux quand on nous voit nous exprimer en étant présent, en étant important, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, petit à petit, vous verrez, plus c'est vrai qu'on est dans une société où on confond égocentrisme, égoïsme, et ce n'est ni de l'égocentrisme ni de l'égoïsme. C'est juste se positionner et puis ensuite avoir cette générosité d'avoir envie de faire plaisir à l'autre, etc. Mais c'est juste d'être soi, quoi. Parce que si on n'est pas soi, comment on peut avoir des vraies relations avec les autres, au fond? Exactement. Donc, et on se crée des relations par rapport aux autres, ce qu'ils voudraient, et on n'est pas nous-mêmes. Donc c'est difficile. Ce qui peut un peu vous aider, Stéphane, c'est de mieux comprendre pourquoi votre maman, elle avait besoin de tellement se sacrifier pour ses enfants, j'imagine aussi pour son mari, je suppose. Je sais, en fait, c'est une maman portugaise qui manquait, on va dire, d'argent et un peu de tout, et qui a travaillé très jeune, et qui c'était toujours le sacrifice du travail pour contenter la famille, pour que la famille ne manque de rien. Oui. Il y avait quelque chose qui était à comprendre aussi, peut-être, sur sa génération. Oui, sa génération, puis sa difficulté à se créer. Hein. Moi, j'aime bien rappeler que les femmes ont encore, dans l'inconscient collectif, tendance à procréer et à oublier de se créer. Exactement. Souvent, ça sacrifie pour la famille et pas pour elle. Oui, et il n'y a rien à faire. Une bonne mère, c'est aussi une femme qui est femme, hein. Et qui montre donc qu'on peut exister aussi pour soi et pas uniquement pour les autres. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci de votre témoignage, Stéphane, et attention, hein, vous l'avez pris la résolution, il faut la tenir. Je vais la tenir, je vous tiendrai au courant, mais j'espère bien. En bonne voie. Merci Stéphane. On se retrouve dans un instant avec le sexo-conseil qui va à l'encontre, puisque je vais parler de l'esclave sexuel, et puis on va pouvoir aussi continuer sur le périnée. C'est Fabienne qui a envie de parler justement de ses ressentis de gêne qu'elle a eu, et elle nous en parle dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien voilà un petit exercice pour ce week-end. Un esclave sexuel, Bernadette de Gasquet, ça peut être intéressant, pourquoi pas, hein. Bon, en tout cas, c'est un jeu, hein, que je vous propose, qui peut permettre à l'un ou à l'autre de découvrir des sensations nouvelles. Donc l'un va être, alors vous pouvez tirer à pile ou face, hein, pourquoi pas, et l'un va être totalement soumis, donc les yeux bandés, les mains attachées au-dessus de la tête, mais enfin de manière à se sentir bien quand même, hein, mais ça c'est pour remonter le périnée, non je plaisante, et pas trop serré, hein, bien sûr, et puis l'autre pourra abuser de son corps durant un petit quart d'heure. Je dis un quart d'heure parce que ce genre de jeu, il faut que ça reste un jeu, il ne faut pas qu'il y ait de l'ennui ou de la gêne. Et donc, vous pourrez explorer la peau avec les doigts, la langue, etc. Et moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de surprendre en allant peut-être à des parties de corps différents, de faire monter le plaisir. Et l'exercice est intéressant pour les deux partenaires parce qu'il y en a un qui va exprimer la passivité totale, hein, puisqu'il sera l'esclave, et l'autre va devenir un sujet qui peut disposer donc d'un objet, hein, qui sera totalement passif. Et on verra qui a le pouvoir, parce que c'est pas forcément toujours celui
celui qui est a priori dominant qui a le pouvoir. Parfois, c'est l'autre. Hein, parce que si l'autre ne réagit absolument pas, ça met l'autre en position peut-être désagréable. Alors, bien sûr, ce jeu est réservé aux couples qui s'entendent bien, hein, parce qu'être attaché, ça peut réveiller des peurs, ça peut même réveiller de la colère. On sait, par exemple, que dans des expériences de bondage, parfois, il y a eu des émotions très, très particulières. Donc, c'est juste un jeu. Et s'il y en a un des deux qui se sent pas bien, on arrête évidemment le jeu. Vous voulez réagir, Bernadette ? Pas non. Je pense que c'est une expérience, mais effectivement, il faut faire un petit peu attention parce que, comme vous l'avez dit, je suis un peu spécialisée dans les abus sexuels et beaucoup de gens l'ignorent en fait. C'est parce c'est pas forcément très avec violence et pas forcément pénétration, mais il y a des traumatismes qu'on a complètement occultés justement. Et rien que le scénario peut réveiller des choses très très difficiles, très graves. Donc à manier quand même avec précaution, avec la possibilité de dire parler là-dessus, d'exprimer. Bien sûr. Peut-être qu'il faut exprimer le joker, un mot qui serait un mot joker, et on arrête absolument immédiatement Mais d'ailleurs, je l'ai dit, hein, c'est un jeu à faire entre adultes qui se connaissent bien. Hein, on fait pas ça. Et peut-être avec justement la possibilité derrière d'aller analyser ce qui s'est passé, d'aller verbaliser ce qui s'est passé. S'il y a eu un malaise, bien sûr. Oui. Bien sûr. De toute façon, ça me paraît évident. Alors, il vous reste une petite demi-heure à peine pour peut-être gagner ce jouet. Enfin, non, c'est pas un jouet d'ailleurs, c'est 5 jouets dans ce Cracker 5 de Passage du Désir. C'est donc 5 accessoires qui sont sélectionnés pour pimenter votre week-end. Hein. Et si vous avez envie de tenter votre chance, vous envoyez dès maintenant Brigitte au 7 20 18 par SMS. Et bonne chance à tous. On revient sur le fameux périnée avec Bernadette de Gasquet qui est avec nous et avec Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Brigitte, bonjour Bernadette. Bonjour. Merci d'être avec nous, Fabienne. On vous écoute. Avec plaisir. Et vous allez nous parler justement de ces gènes, de ces ressentis que vous avez eus justement à un moment donné. Oui, tout à fait. Alors, moi, je n'ai jamais eu d'enfant. Mais j'ai commencé à ressentir des gènes au niveau du périnée à force de stress constant et des tensions accumulées dans mon corps. Oui. Après avoir consulté une spécialiste, j'ai appris des exercices simples. Alors justement, d'abord ces sensations, c'était quoi? Oui. C'était des douleurs un peu dans le bas-ventre, des sensations malaisantes, des gênances en fait. Plutôt au moment d'aller aux toilettes ou... Oui, tout à fait, plus particulièrement, tout à fait. Et je trouvais que c'était vraiment lié au stress en fait. Hein. Dès que j'étais dans un moment de stress, ça me lançait beaucoup plus. Oui, donc avec de la douleur. Donc, oui. Hein, oui, tout à fait, avec de la douleur. Donc j'ai consulté une spécialiste qui m'a donc appris des exercices. Alors une spécialiste, c'était quoi comme spécialiste? Une gynéco. D'accord. Oui. Oui, oui, vraiment. Et petit à petit, en fait, donc j'ai fait les exercices qu'elle m'a conseillés, en fait, très régulièrement, et j'ai senti vraiment une vraie différence. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez consulter votre gynéco, c'est que vous aviez quand même fait le lien entre cette partie de votre corps et la gynécologie. Oui, tout à fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, en fait, et que c'était lié à la gynécologie, tout à fait. Et sans doute à votre vécu. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, j'ai fait des exercices et vraiment, je me suis sentie mieux, en fait, après quelques semaines. Hein, ça n'a pas été non plus tout de suite après les exercices, mais au bout de quelques semaines, j'ai vraiment vu une différence. Je me tiens mieux, je respire plus facilement, je me sens plus à l'aise dans la vie quotidienne, j'ai moins de douleurs. Est-ce qu'on pourrait dire que ces exercices vous ont permis de reprendre possession de votre corps? Oui, vraiment, vraiment.
tout à fait. Une charge en moins, une légèreté en fait, et un bien-être en fait. Moi, ce que je crois entendre, c'est que au-delà justement de la sphère gynécologique, vous avez pu élargir ça et aller justement utiliser la respiration, utiliser tout le reste du corps pour éliminer finalement cette polarisation de la tension juste là. Oui, soulager le bas, si je puis dire. Voilà, et ça c'est intéressant parce que on sait très bien qu'en médecine, on a un peu tendance à traiter directement le point qui fait mal, mais il est souvent dépendant de beaucoup d'autres choses, puisque, a priori, votre périnée n'avait pas eu de traumatisme mécanique, donc il y avait d'autres composantes, et c'est ça qui a permis sans doute que ça libéré. Que vous puissiez alléger et mobiliser certainement ce périnée qui peut-être était juste un peu endormi là. Oui, c'est ça, tout à fait. Hein. Et vraiment, ce qui m'a vraiment aidée, en fait, c'est que c'était vraiment des exercices faciles et pas très contraignants, en fait. Donc c'est vraiment possible de se soulager et de trouver des solutions face à ça. Vous pouvez nous en parler de ces exercices peut-être, parce que oui, bien sûr. Ça peut aider d'autres personnes. Oui. Bien sûr, si ça peut aider, tout à fait. Par exemple, le premier en fait exercice, c'est de s'allonger, de se détendre, replier les genoux vers le haut, vers soi, et puis inspirer doucement, souffler en contractant le périnée, rentrer le ventre ensuite en évacuant les poumons. En relevant les poumons, vous voulez dire en évacuant les poumons. Ah oui, en souffler l'air. Souffler l'air, tout à fait. D'accord. Et ça, faire ça pendant 1 minute ou 2, en fait, c'est très facile et ça soulage. C'est presque de la relaxation, ça. Oui. Voilà, et respiration. Le rôle oui. Après, il y a des exercices très simples aussi, qu'on peut faire même en voiture, j'ai envie de vous dire. Quand vous êtes au feu rouge, par exemple, vous attendez. Il faut contracter le périnée pour le muscler, en fait, quelques secondes, quelques minutes. En fait, tout est bon à prendre et ça muscle et ça, forcément, ça agit directement, en fait. Alors, quand on contracte, on est forcément obligé de relâcher après. Oui. Donc, on agit sur l'élasticité. Oui. Alors, tout à l'heure, on avait une cavalière. Les périnées un peu durs des cavalières ou des danseuses, c'est pas parce que la personne a contracté. C'est parce que la posture fait que ils sont dans une position de raccourcissement, mais c'est pas actif. Donc, il n'y a pas contraction, relâchement. Et si on arrive à faire contraction et relâchement, alors on fait de l'élasticité. Et c'est beaucoup plus intéressant. Alors, justement, on va en venir à ces fameuses boules de geisha ou ces œufs de yoni qu'on met dans le vagin. Tout ça, c'est finalement ce qui permet, de manière assez consciente, de contracter, relâcher. C'est on ressent l'intérieur. Oui. Voilà. Et on sent si on pousse les Parce boules. qu'on n'en a pas parlé depuis 14 heures, mais finalement, c'est déjà un exercice que toutes les femmes devraient... pourrait faire. Aller explorer l'intérieur, voilà. Et le rôle de ce qu'on va faire, parce qu'on peut se rendre compte que juste de lever la tête, ça pousse en bas, ça pousse sur les boules. Sauf si je lève la tête en expirant et en m'étirant, voilà. Et ça donne cette précision de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et on peut, quand on fait l'amour, essayer de resserrer le pénis de son partenaire, de le relâcher, et est-ce que lui ressent quelque chose ? Parce que ça, c'est aussi un exercice qui est facile. Hein. Oui. Enfin, qui est facile si on a une conscience de... Voilà, mais ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, si on contracte le périnée pour empêcher de rentrer, c'est pas... Non, mais c'est pas satisfaisant. J'ai bien parlé du pénis à l'intérieur du vagin, et on essaye de resserrer le pénis, et puis soit ça marche, soit ça marche pas. Si ça marche, c'est qu'on est conscient de cette partie de son corps. Sinon, c'est qu'il faut peut-être aller travailler un petit peu ça. Oui, tout par exemple. Hein.
Eh ben merci Fabienne, merci beaucoup de ce témoignage. Et puis on va conclure dans un instant parce que c'est important. On aura dit déjà pas mal de choses et puis peut-être qu'on a 2-3 petites choses à ajouter. Bernadette de Gasquet, on vous écoute dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons avec Bernadette de Gasquet qui est avec nous, médecin spécialiste du périnée. Vous êtes autrice également de plusieurs livres, notamment Ce que le périnée dit de notre vécu. Ça, c'est aux éditions Albin Michel. Les voies secrètes du plaisir, c'est aux éditions de la Musardine. Périnée, arrêtez le massacre, c'est aux éditions Marabout. C'est peut-être le plus complet, le plus simple, celui chez Marabout. C'est le plus pratico-pratique, on va dire, puisqu'il part depuis l'éducation de la propreté chez l'enfant. C'est là que ça commence un peu, le périnée. Et toutes les étapes de la vie qui vont le concerner. Donc, voilà, donc c'est vraiment le livre le plus je crois que tout public. Le monde va se retrouver à un moment ou à un autre dans celui-là. Et d'ailleurs, 100 000 exemplaires vendus, c'est pas rien. C'est aux éditions Marabout. On conclut avec Sophie, puis si vous avez d'autres choses à ajouter, bien sûr, Bernadette de Gasquet, votre micro est ouvert, surtout n'hésitez pas. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Bernadette. Bonjour. Alors, comme je disais à Jérémy... À Jérémy, oui, qui voilà, fait le lien entre vous et nous, oui. C'est ça. Je n'ai jamais rencontré de problème avec le périnée. Ça va être plutôt un témoignage dans le sens positif. Oui. Je pense que le fait que j'ai fait du sport quand même régulièrement et depuis mes 27 ans, disons 26-27 ans, de manière un peu plus intensive, je pense que ça a beaucoup aidé parce que le fait de se muscler, quand on se muscle, tout le corps, on se muscle forcément dans cette zone-là aussi. Vous êtes d'accord ou pas, Bernadette ? Pas forcément. Il y a des pressions qui sont pas très favorables. Hein. Certains abdos, certains sont pas très favorables au périnée. J'ai de la chance alors. Mais vous avez eu des enfants, parce que c'est souvent la question qu'on pose. Alors, j'ai eu un enfant. Moi, vous allez me dire si j'ai raison de m'interroger. Je pense que peut-être une des raisons pour lesquelles je suis assez musclée dans cette partie-là, c'est que très tôt, dès que j'ai été active sexuellement, j'ai toujours eu des orgasmes assez forts et avec des contractions très fortes. Et je me suis rendu compte que je pouvais répliquer ça de manière mécanique. C'est pas sans avoir forcément de plaisir à le faire, mais en tout cas, ça peut donner beaucoup de plaisir au partenaire. Et je me demande si c'est pas aussi ça qui a joué. Ah, vous avez fait votre rééducation périnéale en faisant l'amour. Oui. Oui, ça, je pense que vous avez raison. Oui. Enfin, je laisse Bernadette répondre. Mais j'ai une petite phrase que je sors souvent. Quand on me demande toujours, alors quel est le meilleur sport pour le périnée ? Je dis toujours, c'est l'orgasme. Mm-hmm. C'est parce que ça muscle en profondeur et que ça... Voilà, c'est quelque chose qui ne crée pas de pression vers le bas, pas du tout. Donc, en gros, vous ne voulez pas de fuite urinaire, ayez des orgasmes. Eh oui, alors ça veut... on se débrouille. Moi, pour démarrer 2026, je trouve que c'est un bon slogan pour cette émission. Hein. Oui, on n'est pas... on fait avec... la vie qu'on a, hein. Donc on peut avoir des partenaires, un partenaire, pas de partenaire, mais ça n'empêche pas l'orgasme. Je veux une précision importante, Sophie et Bernadette. Est-ce que ce sont des orgasmes grâce à la pénétration vaginale ou des orgasmes clitoridiens, ça marche quand même ? Ça marche aussi. Hein. Ah, oui, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de femmes. Oui, et donc, vous avez entendu parler du point G, des choses comme ça, et c'est vrai que à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas forcément, justement, faciles à voir, faciles à montrer. Je crois qu'on ne connaît pas encore très très bien, franchement. Je connais un peu, mais on découvre beaucoup de choses, et récemment, j'ai encore rencontré un médecin qui est très spécialisé dans la stimulation clitoridienne par rapport à la douleur. Oui. Mais des choses très très intéressantes, même par rapport à des crises d'endométriose, des choses comme ça. Et c'est parce que ça crée effectivement des endorphines, etc. Et que,
on pense plaisir, mais ça va au-delà. Oui, on sait que l'orgasme est un très bonne aspirine, oui, pour faire simple. Ouais, qui va aussi apaiser, qui va amener souvent la détente, le sommeil, etc. Beaucoup de choses. Donc oui, c'est dans les. Bon, je suis toujours un peu inspirée par l'Asie, entre autres, et c'est vrai que on recommande souvent d'avoir des orgasmes pour des raisons de bonne santé, voilà, c'est quelque chose de vital en fait. Donc votre analyse que vous faisiez sur votre bon périnée, Sophie, est tout à fait juste. Oui. D'accord. Contente de l'entendre. D'ailleurs, je ferai une petite remarque concernant ce que vous venez de dire, Bernadette. Souvent, on se moque un peu des hommes, enfin, on se moque gentiment, en disant, de toute façon, eux, il faut qu'ils fassent leur truc, et puis comme ça, après, ils peuvent dormir. Mais en fait, c'est vrai, comme vous le dites, c'est un excellent anxiolytique, et si on prenait ça à notre compte, ça nous ferait du bien aussi. Oui. On dort mieux après un orgasme qu'après une engueulade, ça c'est sûr. Et puis aussi, concernant les exercices à faire, je pense que vous me direz si j'ai tort ou raison, mais faire ce que je viens de décrire avec un sextoy, je pense que ça peut être très bon. Bien sûr. Attendez, j'ai pas... Avec un sextoy, c'est très bien. Oui, bien sûr. Je vous dis, ça peut se faire avec partenaire, mais pas seulement. Mais pas seulement les orgasmes, je veux dire, si on veut faire une sorte de rééducation. Oui, bien sûr. Je parlais il y a un instant des boules de geisha et de l'œuf qui sont plus spécialistes, mais un godemiché, c'est tout à fait, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on n'a rien à l'intérieur, on peut y mettre son doigt, évidemment, mais si on y met un objet, forcément, on peut. C'est plus concret. C'est plus facile, c'est évident. On s'en rend compte beaucoup plus facilement à ce moment-là. Écoutez, continuez, Sophie. Surtout, n'arrêtez pas. Non, pas aussi bon chemin, non. Ça me paraît, vous êtes sur la bonne piste parce que là, quand même, surtout, vous avez quand même eu un enfant, et vous avez. Oui, quand j'ai entendu parler de rééducation périnéale la première fois, j'étais un peu étonnée. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi faire ? Parce que justement, j'avais jamais rencontré de problème, et c'est là que j'ai appris que les problèmes étaient courants, et voilà, je me suis toujours demandé si le fait que je m'étais toujours exercée comme ça à des fins ludiques, si ça pouvait être. En tout cas, ça peut être que positif. Après, malheureusement, c'est pas une règle. Encore une fois, c'est toujours du cas par cas, et on le sait. Le problème souvent, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la norme, c'est-à-dire pour la majorité des gens, ça va être ça, mais il y a aussi le cas par cas, et c'est toujours important que chacun analyse son cas. Et je pense que chaque femme doit faire le point justement sur son anatomie, sur son périnée, etc. Oui, parce que effectivement, il n'y a pas une seule façon de le travailler, façon de l'utiliser aussi. Mais globalement, c'est vrai qu'il faut travailler l'élasticité, la mobilité jusqu'à l'intérieur. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie. Merci de ce joli témoignage. Et puis c'est formidable. On a terminé par un témoignage tout à fait positif, qui va donner beaucoup d'envie ce week-end à tous ceux qui ont envie d'aller mieux dans leur corps. Qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Il nous reste un peu de 2 minutes là, Bernadette de Gasquet. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit qui vous paraît essentiel ? Plein de choses, je sais bien, mais oui, il y a beaucoup de choses. Je vais rappeler cette histoire du point G, là, donc, qui est souvent contestée. Et qu'est-ce que c'est que... donc j'ai une amie qui est radiologue spécialisée dans les IRM de bassin et qui a traité une fois une jeune femme qui était très gênée parce qu'elle avait des orgasmes intempestifs qui n'avait rien à voir avec un désir, avec un moment favorable. C'était n'importe quand, c'était quelque chose qui l'a dérangée finalement. Elle ne comprenait pas. Et en cherchant, il s'est trouvé qu'elle avait kyste du point G, qui stimulait en permanence. C'est intéressant. Et, donc elle avait des orgasmes même assises, n'importe quand. Et qui l'a gênée en fait. Oui, c'est très mécanique.
Et donc, cette radiologue, pour trouver ça, a été obligée d'utiliser des produits de contraste particuliers. Et donc, après, comme elle était spécialisée un peu dans ces radios, enfin ces IRM, en vue de opération du périnée ou de descente d'organes, etc., elle s'est dit, je vais regarder chez les autres femmes. Et en mettant le produit en question, elle a pu me démontrer que chez toutes les femmes, effectivement, il y a un espace particulier, une structure anatomique qui ne se voit évidemment pas, qui est dans la paroi antérieure du vagin et qui est comme une sorte de petite graine, comme un peu granuleuse, comme de la groseille un petit peu, avec des ramifications. Et on sait maintenant que le clitoris est très très ramifié à l'intérieur, et que donc chez toutes les femmes. Mais quelque part, il faut aller le réveiller ou il faut aller le trouver. Et bon, ça ne se voyait pas, donc ça n'existait pas, évidemment, forcément. Oui, enfin, je crois qu'on en est revenu du point G, mais en effet, ce que vous dites est passionnant, parce qu'encore une fois, on a une preuve, et on va avancer, je pense, encore beaucoup sur toute l'anatomie génitale de la femme. Mais on a déjà bien avancé, notamment grâce à vous, Bernadette de Gasquet. Et merci beaucoup de ces 2 heures que vous nous avez consacrées. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Et puis lundi, nous serons avec Lucie Vincent. Et là, on va en savoir encore plus sur l'amour avec Lucie Vincent.